Bonjour à tous. La vidéo qui suit vous est présentée par l'équipe de moniteurs du conditionnement physique et sport de la base militaire de Valcartier. Je m'appelle Thomas Giguère et j'ai travaillé avec Joanie Bouchard pour monter cette présentation. Elle a pour but de démystifier la gestion de l'entraînement cardiovasculaire afin de vous donner tous les outils pour vous aider à bâtir votre propre entraînement cardiovasculaire. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'entraînement cardiovasculaire? En fait, l'entraînement cardiovasculaire, c'est l'entraînement qui vise l'amélioration de notre système aérobie lors d'efforts prolongés et à intensité modérée. Il existe plusieurs raisons qui nous poussent à vouloir améliorer notre condition cardiovasculaire. En voici les principales. L'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des performances, la diminution des risques de maladies, pour le bien-être physique et mental et pour aider à la récupération. Voici les étapes à suivre afin de bien établir votre plan d'entraînement. Commencez par vous fixer des objectifs, débuter un entraînement adapté à votre niveau, vous procurer le bon matériel, rester attentif à votre corps et persévérer. Avant de parler de périodisation, il faudrait expliquer ce que c'est. Il est très important de comprendre ce terme afin d'éviter les blessures, mais surtout d'atteindre votre objectif le plus efficacement possible. On peut trouver deux définitions dans la littérature, soit une distribution planifiée de la charge d'entraînement pour éviter la stagnation dans l'amélioration de la performance et pour optimiser le sommet de la performance atteint lors des compétitions importantes de l'année. Il y a aussi la manipulation et le séquencement des variables d'entraînement, la charge, le volume, l'intensité, le type d'exercice, au cours des cycles d'entraînement dans l'année, dans le but d'optimiser la performance pour les compétitions d'importance majeure. Il existe plusieurs types de périodisation. Voici la périodisation linéaire. Elle consiste à incorporer en premier lieu un bon volume d'entraînement général pour ensuite se concentrer davantage sur le spécifique. Il est donc important de prioriser le volume avant l'intensité. Comme nous pouvons le constater dans ce graphique, plus la compétition se rapproche, plus le volume diminue et plus l'intensité augmente. Voici des exemples de périodisation traditionnelle. Ces graphiques illustrent très bien à quoi devrait ressembler votre charge d'entraînement selon la phase à laquelle vous vous retrouvez. Ainsi, peu importe le nombre de compétitions prévues au cours de votre année d'entraînement, il est toujours important de retrouver une phase préparatoire. Le volume et l'intensité seront plus hauts. Une phase de compétition, l'endroit où vous devriez être à votre apogée afin d'être en mesure de fournir une bonne performance pour votre compétition. Et finalement, une phase de transition afin de permettre à votre corps de connaître une bonne récupération. Voici une image qui peut vous aider à comprendre les étapes et les diverses structures à utiliser dans l'optique de bien planifier votre entraînement. Dans un premier temps, le macrocycle. Celui-ci est la planification annuelle de votre entraînement. Insérez vos compétitions à venir et vos objectifs généraux pour l'année. Par la suite, le mésocycle. Il est votre planification mensuelle. Vous pourrez donc bien planifier et quantifier votre niveau d'entraînement en lien avec votre projection annuelle. Déterminez vos phases et volumes d'entraînement pour ainsi être en mesure de bien performer, mais aussi de diminuer les risques de blessures. Vient ensuite le microcycle. Il détermine votre semaine d'entraînement. Et finalement, la séance, qui décrit spécifiquement ce que vous devez effectuer lors de votre entraînement. Voici quelques exemples pour vous démontrer à quoi une description de séance peut ressembler. Chacune de vos séances devrait au moins être décortiquée en 3 parties. L'échauffement, le corps de la séance et un retour au calme. Pour les échauffements ABCD, référez-vous aux vidéos sur YouTube de la clinique du coureur. Ce sont des échauffements spécifiques à la course à pied. Pour la séance en continu long, il est important de bien préparer le corps en effectuant quelques mouvements d'activation.
Il peut aussi être intéressant de marcher un peu et d'ensuite d'augmenter la cadence avant d'atteindre la vitesse fixée pour le quart de la séance. Pour le retour au calme, même principe, diminuer la vitesse tranquillement et marcher quelques minutes afin de diminuer le rythme cardiaque. Pour les entraînements en intervalle, l'échauffement est extrêmement important. L'intensité que vous devez fournir est élevée, alors il est important de bien préparer le corps à l'effort. Par la suite, il est aussi important de planifier le corps de la séance. Les temps de récupération doivent être en lien avec l'intensité et la durée des temps d'effort. Dans ce cas-ci, la séance se lie comme suit. Effectuez 2 séries de 7 à 8 répétitions de 20 secondes d'effort à une intensité de 105% de votre VAM. En fait, la VAM, c'est la vitesse aérobie maximale. C'est une mesure d'intensité qu'on vous expliquera un peu plus tard. Ensuite, vous avez un repos de 30 secondes passif entre les répétitions. Une fois la première série effectuée, vous avez 3 minutes de récupération passive avant d'entreprendre la deuxième série. Pour une séance en intervalle court, le temps ou la distance sera court, mais aussi à un niveau d'intensité élevé. Ensuite, pour la séance en intervalle long, le temps ou la distance sera plus longue et l'intensité sera un peu moins élevée qu'en intervalle court. Pour ce qui est de l'échauffement et du retour au calme pour les deux types d'intervalles, ça devrait être similaire. En ce qui concerne l'entraînement musculaire, plusieurs la mettent de côté, à tort, pour favoriser la course dès qu'ils ont un moment d'entraînement. Il est bénéfique d'intégrer un entraînement musculaire à votre planification. L'entraînement en salle vous aide à mieux performer et à éviter les blessures. Référez-vous à un professionnel en conditionnement physique pour vous aider à construire cet entraînement. Les principaux groupes musculaires à prioriser devraient être la ceinture abdominale, les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les grands dorsaux. Favorisez le travail unilatéral et n'oubliez pas les étirements. Les zones d'entraînement donnent une idée générale de l'intensité cible de la séance. On peut utiliser plusieurs façons pour dicter une intensité. Le pourcentage de la vitesse aérobie maximale, ou VAM, est souvent utilisé en course à pied pour établir à quelle vitesse le coureur doit aller lors de la séance. D'autres méthodes peuvent être utilisées pour prescrire la vitesse. L'allure, ou le pace, pour une distance à laquelle on connaît notre vitesse habituelle, est une autre méthode pour dicter l'intensité lors de la séance. Par exemple, courir à un pace de 5 km ou de demi-marathon pendant une certaine distance. La fréquence cardiaque est une valeur qui est utile pour s'assurer de rester dans la zone cible lors d'entraînements continus longs. Par contre, elle varie grandement d'un individu à l'autre. Lorsqu'on s'entraîne en intervalle, cette mesure devient imprécise. Elle est même pratiquement inutilisable pour des intervalles de 2 minutes et moins. D'autres mesures de l'intensité comme le wattage ou la cadence peuvent être utilisées en fonction du sport pratiqué. L'échelle de perception de l'effort est un outil utilisé pour évaluer la sensation d'effort lors d'activités physiques. Elle ne nécessite aucun instrument de mesure et donne une bonne idée du type d'effort à effectuer. En général, les zones d'entraînement vont de 1 à 4. On peut voir dans le tableau l'intensité associée à la zone d'entraînement. Le volume total d'entraînement dans la semaine, incluant l'échauffement et retour au calme, devrait avoisiner 80 à 90% en zone 1 et 2, 4 à 8% en zone 3 et entre 6 et 12% en zone 4. L'échelle de perception de la difficulté est un outil simple et rapide à utiliser. C'est un bon outil pour cibler l'intensité voulue lors de l'entraînement. Il faut cependant que le pratiquant et la personne qui est prescrit l'entraînement travaillent avec la même échelle. Voici à quoi ressemblent les valeurs d'une échelle de 1 à 10. La VAM, ou vitesse aérobie maximale, est habituellement déterminée lors d'un test sur piste. C'est une donnée qui permet de personnaliser l'entraînement. Référez-vous à votre équipe de conditionnement physique si vous êtes intéressé à connaître la vôtre. N'oubliez pas de vous laisser du temps pour progresser. Les améliorations de la vitesse prennent du temps.
La clé pour le succès est de rester patient. Maintenant que nous savons à quoi ressemble une séance et comment doser l'intensité, il faut savoir comment agencer les différents entraînements dans le microcycle. Le nombre de jours dans un microcycle peut varier, mais il est typiquement de 7 jours. Les entraînements doivent être organisés pour laisser le temps au corps de récupérer de la charge et du type de stress subi lors de la séance. Une journée de repos est souvent nécessaire suivant un entraînement intense ou volumineux tel des intervalles ou une longue sortie. Les temps de repos sont aussi importants à respecter que les entraînements. C'est lors de la récupération que le corps s'adapte aux stimuli qu'il a subis. Ce temps de repos varie d'une personne à l'autre, d'où l'importance d'avoir un plan personnalisé. Le volume total du microcycle, ici en kilomètres, doit être ajusté en fonction de la phase d'entraînement, soit préparation, compétition ou transition, et de la progression prévue dans cette phase. Il est important de bien doser le volume d'entraînement de la semaine. Voici un tableau emprunté au guide d'entraînement et de nutrition de Richard Chouinard et Nathalie Lacombe pour vous aider à savoir où vous en êtes. Ce tableau correspond au volume pour un objectif de 5 ou 10 km en compétition. Ce tableau, et ceux qui suivent, correspondent au volume que vous courez présentement et non à un objectif que vous voulez atteindre. N'oubliez pas d'inclure les échauffements et le retour au calme quand vous comptabilisez le volume. Prenez le volume moyen que vous courez depuis idéalement 6 à 8 semaines. Référez-vous à la ligne du M dans le tableau pour trouver le kilométrage qui correspond à votre volume moyen. Si vous devez arrondir, arrondissez à la baisse. La colonne correspondante représente le nombre de kilomètres qui correspond à une semaine d'affûtage de très petit, petit, moyen, grand ou très grand volume. Donc, si je cours en moyenne 34 km par semaine, mon volume total lors des semaines au plus grand volume ne devrait pas dépasser 40 km. Et une semaine d'affûtage, la semaine qui précède la compétition, devrait, elle, être de 16 km. Avec le temps, votre volume de course va peut-être changer. Assurez-vous cependant d'avoir couru et de vous être adapté au volume maximal de la colonne, celle de 40 km maximum dans l'exemple, avant de changer à une plus élevée, par exemple celle de 45 km à droite. Ce tableau représente le volume par microcycle pour un objectif de 21,1 km ou demi-marathon, donc c'est le même principe que le tableau qui précède. Encore une fois, le même principe. Utilisez ce tableau si votre objectif est un marathon. Pour diminuer les risques de blessure, il est important d'avoir un minimum de volume d'entraînement précédant une compétition. Comme on peut voir sur le tableau, pour une distance de 21,1 km, une expérience d'un an en course avec un volume moyen de 30 km par semaine serait un minimum. Pour être optimal, il faudrait avoir fait 60 km en moyenne par semaine, cela toujours en incluant les échauffements et les retours au calme dans le calcul. Les objectifs d'entraînement des séances et des microcycles sont élaborés de manière très spécifique et sont guidés par des objectifs plus larges, des mésocycles. Le mésocycle est un bloc qui regroupe plusieurs microcycles ayant un objectif commun. Dans l'exemple présent, l'objectif du mésocycle est de préparer la personne pour qu'elle arrive à la course au sommet de sa forme. Ceci est un mésocycle de compétition. Plus spécifiquement, le volume de chaque microcycle diminue progressivement. Au niveau de la séance, les entraînements sont moindres en volume, mais l'intensité reste la même. Ceci permet à l'athlète de se reposer tout en gardant les acquis lors des mésocycles précédents.
souvent, le ou les premiers mésocycles d'un plan annuel sont de préparation générale, soit remise en forme, développement de l'endurance aérobie de base, etc. Ensuite, les blocs auront des objectifs de développement plus spécifiques à la compétition. Prenez comme exemple une préparation pour un triathlon. Certains mésocycles se concentreront sur le développement d'une ou deux des disciplines. Lorsque la compétition approche ou une compétition approche, certains objectifs des mésocycles seront de développer les stratégies comme les transitions entre les disciplines, l'alimentation, l'hydratation lors de la compétition, ainsi de suite. Ensuite, comme vu précédemment, les blocs de compétition ont pour but de permettre à l'athlète d'arriver dans la meilleure forme possible pour performer. Suite à une compétition, il est aussi important de donner un temps de repos avec un bloc au volume et intensité un peu plus faible, soit de transition. Pour mettre en contexte ce que nous avons vu, voici 3 athlètes. Yvon Gagné, Jean Fétrault et Paul Exemple. Commençons par Paul Exemple. Paul n'a pas de planification annuelle établie. Il a décidé en décembre qu'il participerait au Iceman qui se déroule en février. C'est un pentathlon hivernal qui regroupe de la marche chargée, de la raquette, du ski de fond, de la course et du tir. Il commence à s'entraîner juste avant la compétition. C'est problématique car il n'y aura pas assez de temps pour faire une progression convenable. Probablement qu'il ne va pas bénéficier de grandes améliorations vu la durée de sa préparation. Il ne prend pas en note son kilométrage. On peut s'attendre à ce qu'il ait beaucoup de difficultés lors de la compétition. On voit ici sa planification du mois de sa compétition. Puisqu'il n'a pas de plan, il fait des sorties un peu aléatoirement. Et puisqu'il ne tient pas de registre de kilométrage, il ne se rend pas compte qu'il s'approche de doubler son volume d'entraînement à chaque semaine. Il augmente ainsi les risques de se blesser puisque sa progression est trop rapide. De plus, il n'a pas un grand volume d'entraînement, certainement pas assez pour développer des qualités physiologiques pour l'aider lors de sa compétition. En plus de ne pas avoir assez de volume, il néglige la récupération entre ses entraînements. Il devrait espacer ses sorties afin de laisser une période d'adaptation à son corps. Enfin, Paul n'est pas vraiment un exemple à suivre. Il devrait aller faire un tour au gym pour parler à un PSP pour l'aider à planifier ses entraînements et s'y prendre beaucoup plus d'avance pour commencer sa préparation. Voici Jean Fétrault. Jean Fétrault aime l'entraînement. Il a plusieurs courses à son actif et a complété son premier marathon il y a quelques mois. Depuis, il est obsédé à améliorer ses temps. Quand on regarde son plan, on peut voir qu'il prévoit de revenir en préparation tout de suite après chacune de ses compétitions. L'intensité, elle, reste haute tout au long de l'année. Il passe beaucoup de temps en zone 3 et n'a pas beaucoup de zone 1 et 2 de prévu. Même chose pour le volume. Mis à part le premier mois, la planification, la moyenne des kilomètres par semaine demeure élevée tout au long de l'année. Lorsqu'on regarde un de ces mésocycles de compétition, on peut remarquer que le volume reste très élevé, même les semaines précédant son marathon. Sa planification de microcycles reste sous la même thématique. Il s'entraîne à tous les jours en voulant aller trop vite à chaque fois. Par contre, il ne voit pas ou peu d'amélioration. Jean Fétrault aurait avantage à inclure des temps de récupération dans sa planification s'il veut progresser et améliorer ses temps. Il fait aussi beaucoup de volume en zone d'intensité élevée. Une bonne stratégie serait d'augmenter le temps passé en zone 1 et 2, au lieu de toujours courir en zone 3. De cette manière, il aurait plus d'énergie lors des entraînements plus intenses et les séances seraient de meilleure qualité. Voici Yvon Gagné. Yvon est allé voir un moniteur en conditionnement physique à son gym pour avoir une planification annuelle pour ses compétitions à venir. En regardant chaque compétition, on remarque que l'intensité cible varie beaucoup. Suite à une compétition, un mésocycle moins intense de zone 1 à 2 sert de récupération. Après ce bloc,
la préparation pour la prochaine course peut commencer. Le volume d'entraînement aussi progresse, mais il diminue grandement lors des blocs de compétition. Yvon a assez de volume pour avoir des adaptations et il peut récupérer suite à ses compétitions. En regardant un de ces mésocycles de compétition, on voit le volume diminuer les 2 semaines avant le marathon. Diminuer le volume tout en gardant l'intensité aide Yvon à arriver à ses épreuves dans sa meilleure forme. Les microcycles de sa planification contiennent les journées de repos suivant les entraînements les plus demandants. Encore une fois, cela lui permet d'aller chercher des adaptations. Chaque microcycle contient des intervalles courts, moyens ou longs avec du continu lent et certains entraînements sont à vitesse de compétition. La diversité des entraînements, l'augmentation progressive du volume, le dosage de l'intensité ainsi que les périodes de récupération font du plan d'Yvon Gagné un exemple à suivre. Pour conclure, lorsque vous faites la gestion de votre entraînement cardio, assurez-vous d'augmenter le volume de façon progressive. Soyez patient, prenez du repos quand vous en avez besoin et surtout amusez-vous. N'hésitez pas à faire appel aux professionnels dans le domaine à votre disposition dans votre équipe de conditionnement physique.